Le premier appel au 911 a été passé par une voisine du professeur Alan Thorne, qui vivait dans le quartier paisible de Western Section à Princeton. La femme était alarmée par des gémissements étouffés provenant de la grande demeure victorienne où le professeur menait une vie recluse depuis la perte de son épouse. Les officiers arrivés sur les lieux s'attendaient à trouver un problème évident, mais Thorne les a accueillis sans inquiétude apparente et a expliqué qu'il avait déjà essayé à plusieurs reprises de déterminer la source du son. Il a suggéré que des animaux auraient pu s'introduire dans l'ancien système de ventilation de la maison. Les officiers ont inspecté les alentours de la demeure, vérifié les fenêtres et les conduits de ventilation, mais l'inspection n'a donné aucun résultat. La maison semblait calme et les policiers n'ont remarqué aucun signe inquiétant. Étant donné que le professeur n'avait jamais eu affaire à la police auparavant et qu'il n'y avait pas de conflit avec les voisins, la police a décidé de clore l'appel sans plus de vérification. Néanmoins, les plaintes des voisins se sont poursuivies pendant plusieurs mois au cours de l'année 2020. Progressivement, les forces de l'ordre ont cessé de les prendre au sérieux, les attribuant à des causes domestiques ou à l'anxiété excessive des habitants du quartier. En dehors des bruits étranges, il n'y avait aucune autre raison de s'inquiéter. Cela a duré jusqu'à l'automne 2023, lorsqu'une vérification de routine des services sociaux a révélé des transactions financières suspectes liées au professeur Thorne. La police est alors retournée à la maison du professeur, cette fois pour une suspicion de fraude munie d'un mandat de perquisition officiel. Quelques minutes seulement après le début de l'inspection, les officiers ont compris que derrière les explications passées de Thorne se cachait une histoire bien plus troublante et complexe. Pour les habitants du quartier de Western Section, Alan Thorne était un homme au-dessus de tout soupçon. Quiconque connaissait un tant soit peu le professeur pouvait le confirmer. Thorne était un scientifique de renom dans son domaine, un spécialiste respecté en neurolinguistique travaillant à l'université de Princeton. Les étudiants parlaient de lui en termes élogieux, et ses collègues l'appréciaient pour son professionnalisme et ses hautes normes morales. Pendant de nombreuses années, Thorne a mené une vie ordinaire. Il enseignait, publiait des articles scientifiques, participait à des conférences. Tout semblait calme et réussi, mais sa vie a radicalement changé ces dernières années. En 2019, son fils Léo a été victime d'un grave accident et a été placé dans un centre médical dans un état de coma profond. Un an plus tard, une autre tragédie a frappé. L'épouse du professeur, Éléonore, a été victime d'un accident de voiture et n'a pas survécu. Ses collègues ont remarqué qu'après cela, Thorne a commencé à éviter les contacts, a pratiquement cessé de communiquer avec son entourage et ne se rendait que rarement à l'université en dehors de ses cours obligatoires. Les habitants du quartier se sont habitués au mode de vie reclus du professeur. Il sortait rarement de sa grande maison victorienne, évitait tout événement social et ne recevait pratiquement jamais de visites. Ses voisins comprenaient les dures épreuves qu'il avait traversées et ne posaient pas de questions inutiles, s'efforçant de ne pas le déranger. Lorsque les plaintes concernant des bruits étranges provenant de sa maison ont commencé à émerger, les voisins ont réagi avec méfiance. Personne ne pouvait imaginer que quelque chose de suspect puisse se passer chez un homme qui avait perdu ses proches et vivait dans un isolement complet. L'explication du professeur concernant des animaux ou des bruits domestiques était perçue comme tout à fait raisonnable, et avec le temps, ces sons ont cessé d'inquiéter les habitants du quartier. Ainsi, à l'automne 2023, l'image d'Alan Thorne aux yeux de son entourage était définitivement établie. Un homme calme et respecté, endurant silencieusement son drame personnel. La police est réapparue à la maison du professeur pour une toute autre raison, la vérification de transactions financières suspectes. Ce que les officiers ont découvert dans la maison lors de cette perquisition ne correspondait absolument pas à l'image habituelle et tranquille de Thorne qui s'était forgée au fil des ans. La vérification, qui a marqué le nouveau tournant de cette histoire, semblait au départ tout à fait routinière. Les employés des services sociaux comparent régulièrement les données, effectuent des contrôles aléatoires et demandent des documents pour confirmer l'exactitude des paiements.
De telles procédures se déroulent généralement rapidement et de manière formelle, surtout lorsqu'il s'agit de personnes ne suscitant aucune suspicion. Cette fois-ci, les inspecteurs ont remarqué des chèques au nom d'Eleonore Thorne, l'épouse du professeur. Eleonore avait un diagnostic confirmé suite à un accident vasculaire cérébral survenu en 2018, et depuis lors, la famille recevait des allocations d'invalidité mensuelles. Pendant tout ce temps, l'argent était régulièrement encaissé, et aucune question n'avait été soulevée quant à son utilisation. Les paiements étaient standards, vérifiés de manière planifiée tous les quelques années, sans demande supplémentaire. Mais, à l'automne 2023, l'administration a lancé un vaste programme de vérification des données, couvrant tous les anciens dossiers d'allocation sociale, en particulier ceux pour lesquels les documents n'avaient pas été mis à jour depuis longtemps ou pour lesquels aucun rapport récent des bénéficiaires n'avait été reçu. C'est cette procédure de routine qui a attiré l'attention des employés sur les chèques d'Eleonore, 3 ans après l'annonce de la tragédie. Au début, cela ressemblait à une simple erreur technique. Selon les données officielles, Eleonore Thorne était décédée dans un accident de voiture en 2020, et presque tous ses amis et voisins le savaient. Mais lors de la demande de confirmation officielle du décès, il s'est avéré que tel document n'existait tout simplement pas. Le professeur Thorne n'avait fourni ni certificat de décès, ni rapport de police, ni documents médicaux concernant l'accident. Le professeur avait en effet expliqué à ses connaissances que les funérailles avaient eu lieu dans un autre État, là où Eleonore avait grandi, et que les formalités administratives avaient été retardées par des complications bureaucratiques. L'administration, de son côté, n'avait aucune raison de vérifier cette information plus tôt, car les paiements étaient standards et ne nécessitaient pas de confirmation annuelle tant que le bénéficiaire était considéré comme vivant et que les chèques étaient encaissés à temps. Les habitants du quartier et les connaissances de la famille ne s'étaient pas non plus souciés de l'absence de documents, car ils croyaient aux paroles du professeur. Personne ne voulait importuner un homme en deuil, et encore moins lui demander de montrer les papiers concernant le décès de son épouse. Cette délicatesse a été une raison supplémentaire pour laquelle l'incohérence a été découverte si tard. Cependant, maintenant, dans le cadre d'une vérification générale, la situation paraissait complètement différente. Les inspecteurs ne pouvaient plus ignorer ce fait. L'absence de documents justificatifs et la perception régulière des allocations après la prétendue tragédie ne laissaient aucune place à une explication simple. Les services sociaux ont transmis le dossier à la police, demandant de vérifier les circonstances et de comprendre où l'argent était allé pendant tout ce temps. Les policiers ont pris l'affaire sereinement, une simple vérification financière, comme il y en a des centaines chaque année. Aucun des agents ne s'est même souvenu qu'il y avait eu des plaintes pour des bruits étranges provenant de la maison de Thorne quelques années plus tôt. Pour la police, à ce moment-là, il s'agissait simplement d'une situation standard, de formalité financière, qui se résolvait habituellement par une seule visite et une clarification des documents. Mais ce que les officiers ont vu en franchissant le seuil de la maison du professeur leur a fait comprendre presque immédiatement qu'ils n'avaient pas affaire à un simple malentendu financier, mais à une affaire bien plus sombre et inquiétante. Lorsque les policiers sont arrivés à la maison du professeur Thorne, ils considéraient la visite comme une procédure formelle de vérification de documents financiers. Les officiers ne s'attendaient à rien d'inhabituel, une vérification standard à laquelle tout policier est habitué. Thorne les a accueillis avec calme, sans la moindre trace d'agitation ou d'irritation. Le professeur a poliment invité les officiers à entrer, les a conduits dans un bureau spacieux et leur a tranquillement proposé d'examiner tous les documents qui les intéressaient. Il restait réservé, a répondu clairement et sans tenter d'éluder le sujet. Un tel comportement a immédiatement convaincu les policiers que Thorne n'avait rien à cacher. Les officiers expérimentés avaient l'habitude de distinguer rapidement ceux qui mentent de ceux qui disent la vérité, et pour l'instant, tout semblait parfaitement normal. Le bureau du professeur était en parfait ordre. Thorne a désigné une armoire où étaient rangés les chèques et les relevés bancaires, et a commencé à expliquer calmement la situation concernant les paiements au nom d'Eleonore. Il a répété l'explication déjà connue,
La tragédie s'était produite dans un autre État, les funérailles y avaient eu lieu et les formalités administratives avaient été considérablement retardées. L'argent, selon lui, il le gardait et avait l'intention de le restituer dès que les questions de paperasse seraient réglées. L'un des officiers examinait attentivement les chèques, vérifiant les signatures. Il n'y avait aucun doute, sur chaque chèque figurait la signature du professeur Thorne lui-même. Ainsi, formellement, le fait de l'infraction était confirmé. Les allocations d'invalidité continuaient d'être versées au nom d'Eleanor Thorne et étaient personnellement encaissées par le professeur après que, selon ses propres dires, elle fût décédée. Le policier s'apprêtait à discuter de la preuve trouvée avec son partenaire et à conclure la visite, quand soudain, du fond de la maison, un gémissement étouffé s'est fait entendre, clairement audible dans le silence du bureau. L'officier s'est figé, tendant l'oreille pour essayer de comprendre d'où venait ce son inhabituel. Thorne a remarqué le changement de comportement du policier et a répété son explication sur la ventilation, mais cette fois de manière plus brève et moins convaincante. Cependant, l'officier ne l'écoutait presque plus. Il s'est avancé dans le couloir, essayant de localiser la source du bruit. Intuitivement, le policier a tout de suite senti que le son était clairement humain et n'avait rien à voir avec des problèmes domestiques. Le second officier a suivi son collègue, remarquant son inquiétude et tendant lui aussi l'oreille. Le son s'est répété, cette fois plus fort et plus clair. Il était évident qu'il venait de quelque part en haut. En levant les yeux, les officiers ont vu un vieil escalier menant au grenier. Officiellement, ils n'avaient aucune raison de vérifier les autres pièces, mais leur intuition et leur expérience leur disaient qu'il était impossible d'ignorer ce son. L'un des officiers a allumé sa lampe de poche et a commencé à monter lentement. Les marches en bois craquaient doucement sous ses pieds et le son étrange s'est répété. Maintenant, il n'y avait plus de doute. Arrivé en haut, le policier a vu une porte massive avec un simple verrou. Il l'a facilement fait glisser sur le côté et la porte a cédé immédiatement. Le grenier semblait ordinaire, de vieilles boîtes, quelques meubles et divers objets domestiques. Mais l'attention de l'officier a été immédiatement attirée par un détail inhabituel. Le long des murs étaient soigneusement fixés des panneaux d'isolation acoustique et des câbles en partaient s'enfonçant plus loin dans la pièce. Faisant quelques pas de plus à l'intérieur, le policier a de nouveau entendu le son qui lui était maintenant familier, un gémissement faible et plaintif qui était distinctement humain et semblait maintenant très proche. Il s'est avancé prudemment vers le mur du fond où allaient les câbles, sentant la tension monter en lui. En bas, le professeur Thorne continuait de se tenir calmement, observant les actions de la police sans inquiétude apparente. Il n'a même pas tenté d'arrêter les officiers, comme s'il était certain qu'ils ne trouveraient rien là-haut. Mais l'officier dans le grenier comprenait déjà clairement que ce qui se passait dépassait de loin une simple infraction financière. Il s'approchait du mur du fond et ce qu'il a vu l'instant d'après l'a forcé à revoir complètement sa perception de toute cette affaire. Lorsque l'officier s'est approché du mur du fond du grenier, il a immédiatement remarqué un ancien conduit de ventilation. C'est par ce conduit, malgré les tentatives du professeur Thorne d'installer des panneaux d'isolation acoustique, que le son s'échappait librement à l'extérieur. Thorne lui-même croyait sincèrement que le travail qu'il avait accompli excluait toute possibilité de fuite sonore, et n'avait donc jamais vérifié la ventilation en plus. Parmi l'équipement médical et les câbles, le policier a remarqué une lourde porte avec un cadenas. Contrairement au mur, la porte était ordinaire, sans aucune isolation phonique. En s'approchant, l'officier a tendu l'oreille et a immédiatement entendu un gémissement humain étouffé provenant de la pièce. Il est devenu évident que la pièce n'était pas vide et que quelqu'un à l'intérieur avait besoin d'une aide urgente. Une tentative d'ouvrir le cadenas lui-même a échoué et l'officier est immédiatement descendu pour en informer son partenaire. De retour au bureau, il a croisé le regard du professeur.
Thorne se tenait toujours aussi droit, regardant fixement par la fenêtre, mais son calme extérieur paraissait maintenant suspect. Il était clair qu'il avait déjà pris conscience de la gravité de la situation et que les événements à venir ne se déroulaient pas du tout selon son plan. L'enquête révélera plus tard que Thorne n'a pas ouvert la porte volontairement, non pas par peur d'être démasqué, mais parce qu'il considérait sincèrement ses actions comme justifiées et légitimes. Pour lui, ouvrir la porte de son propre chef aurait signifié admettre une culpabilité qu'il ne ressentait pas. À la question du détective sur la pièce verrouillée, Thorne a répondu brièvement et sans émotion qu'il savait parfaitement qui se trouvait à l'étage et qu'il retenait cette personne consciemment. Sa réponse était ambiguë, laissant la possibilité de l'interpréter comme l'expression d'un attachement émotionnel ou comme l'aveu d'une séquestration littérale. Désormais, le professeur Thorne était devenu le principal suspect pour la police. L'un des officiers est resté avec lui, tandis que le détective est retourné au grenier pour inspecter la pièce en détail avant l'arrivée de l'équipe technique. Une seconde inspection a confirmé l'impression initiale. La pièce était méticuleusement équipée d'appareils médicaux et les câbles et capteurs étaient installés de manière professionnelle et connectés à la porte verrouillée. Cela indiquait que derrière la porte ne se trouvait pas une personne au hasard, mais quelqu'un qui faisait partie d'une expérience soigneusement planifiée. L'équipe technique, arrivée quelques minutes plus tard, a rapidement forcé le cadenas. La porte s'est ouverte, révélant une petite pièce remplie d'instruments médicaux. Sur un lit au centre de la pièce gisait une personne, connectée à de nombreux appareils et câbles. Cette découverte a complètement changé le cours de l'enquête. La police ne s'occupait plus d'une erreur administrative, mais d'une affaire qui s'est avérée bien plus grave que ce qu'ils avaient initialement supposé. Dès que la porte du grenier a été forcée et que des bruits de pas et des voix d'officiers se sont fait entendre d'en haut, le comportement du professeur Thorne a radicalement changé. Il a manifestement compris que la police était entrée dans sa chambre secrète et a immédiatement tenté de se diriger rapidement vers l'escalier menant à l'étage pour, d'une manière ou d'une autre, entraver ce qui se passait. Le second officier, resté à ses côtés, lui a immédiatement barré la route, remarquant l'agitation soudaine du professeur. Thorne a insisté avec véhémence sur l'inadmissibilité de l'intrusion de la police dans le grenier, invoquant son droit à la vie privée et à l'inviolabilité des lieux. Son comportement n'était plus simplement suspect, mais désespéré. Il répétait sans cesse la même chose, comme s'il essayait de se convaincre de son bon droit autant que les officiers. Les policiers ont vite compris qu'un tel comportement de la part du professeur indiquait qu'une personne était réellement en danger à l'étage. Toute tentative du propriétaire d'arrêter l'inspection dans une telle situation ne faisait que renforcer la nécessité d'une action immédiate de la part de la police. Les officiers ont donc agi rapidement et de manière coordonnée, écartant doucement Thorne sans lui permettre de monter l'escalier. Après que le professeur a réalisé que toute résistance était vaine, il a cessé de discuter et s'est assis sur la chaise la plus proche. Il observait maintenant en silence ce qui se passait, complètement absorbé en lui-même. Son visage n'exprimait plus ni agressivité ni panique, mais plutôt une profonde prise de conscience qu'il ne pouvait plus rien changer. Pendant ce temps, à l'étage, les policiers et l'équipe technique inspectaient attentivement la pièce. Sur le lit se trouvait une femme en qui les détectives ont immédiatement reconnu Eleanor Thorne. Tout l'équipement était en état de marche et soigneusement réglé, et l'état d'Eleanor semblait stable, bien qu'elle ne puisse pas réagir à ce qui se passait. Les policiers ont immédiatement appelé une ambulance, comprenant que la priorité était désormais de transporter la femme à l'hôpital. L'équipe médicale est arrivée rapidement et a préparé Eleanor pour le transport. Le professeur Thorne, assis en bas sous la surveillance de la police, ne réagissait plus à rien et semblait complètement détaché. Plus tard, au cours de l'enquête, il deviendra clair que sa résistance désespérée était une dernière tentative de protéger ce qu'il considérait comme son devoir et son droit, et non la peur d'être démasqué. Désormais, la police ne s'occupait plus d'une simple vérification de documents financiers.
après la découverte d'Éléonore, l'affaire du professeur Alan Thorne a pris une toute autre dimension. Les officiers ont compris qu'ils allaient devoir démêler non pas une simple infraction administrative, mais un secret soigneusement gardé, qui s'est avéré bien plus grave et complexe qu'il n'y paraissait au premier abord. Après le départ d'Éléonore pour l'hôpital, les enquêteurs ont commencé une inspection détaillée du grenier. Il est immédiatement devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple chambre pour s'occuper d'une personne malade, mais de quelque chose qui ressemblait à un laboratoire expérimental. En plus des appareils médicaux de maintien des fonctions vitales, la pièce était équipée d'un matériel acoustique spécial, clairement destiné à l'enregistrement. Sur le bureau de Thorne se trouvait un ordinateur contenant une archive de fichiers audio. Les enquêteurs ont rapidement découvert des dizaines de dossiers avec des dates et des annotations, couvrant une période de près de 3 ans. Presque tous les fichiers contenaient de courts fragments audio, des gémissements faibles, une respiration saccadée et des bruits périodiques que le professeur enregistrait comme des réactions de son épouse à divers stimuli externes. L'expertise médicale a confirmé le diagnostic d'Éléonore, le syndrome d'enfermement. Dans cet état, le patient est pleinement conscient, mais ne peut ni bouger ni émettre de son de manière volontaire. Tous les gémissements et bruits respiratoires enregistrés par le professeur étaient des réactions involontaires de son corps à des stimuli externes, comme la lumière, le toucher ou les sons. Une étude plus approfondie de l'équipement a révélé que les microphones étaient connectés non seulement à l'ordinateur, mais aussi à un amplificateur dirigé directement dans le conduit de ventilation. Ce conduit agissait comme une sorte de résonateur, amplifiant et transmettant les sons à l'extérieur. C'est exactement ce que les voisins entendaient depuis 3 ans, sans comprendre la source de ces bruits inquiétants. À la question logique de savoir pourquoi Thorne, connu pour sa méticulosité, avait commis une erreur aussi évidente dans le système, l'enquête a donné une réponse convaincante. Le professeur était absolument certain de la fiabilité de l'isolation acoustique qu'il avait installée. Après la configuration initiale, il n'a jamais vérifié le conduit de ventilation, faisant entièrement confiance à ses propres calculs et supposant qu'aucun son ne pouvait sortir de la pièce. Pour lui, ce qui importait, c'était l'enregistrement lui-même et non sa diffusion à l'extérieur. Néanmoins, le fait même que le professeur conservait et analysait scrupuleusement les moindres bruits physiologiques d'Éléonore indiquait qu'il menait bien plus qu'un simple suivi médical. Ces journaux de laboratoire ont révélé que Thorne voyait dans ses enregistrements audio la clé d'une possible communication avec sa femme. Il notait les réactions à la musique, aux stimuli visuels, au toucher, et analysait les réponses sonores, essayant d'y déceler des signes de réaction consciente. Cependant, les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve qu'Éléonore réagissait de manière sensée aux stimuli. Tout indiquait que le professeur interprétait des sons aléatoires et des changements respiratoires comme des tentatives délibérées de communication qui n'existaient pas en réalité. Ainsi, la situation devenait encore plus complexe. Le professeur ne cachait pas Éléonore et n'essayait pas de faire croire à son entourage qu'elle n'existait pas. Il a menti sur sa mort non pas pour s'isoler du monde, mais plutôt pour pouvoir continuer tranquillement son expérience sans l'ingérence des services sociaux ou de la police. Désormais, l'enquête se trouvait face à une nouvelle tâche, beaucoup plus complexe. Il fallait comprendre ce que le professeur Thorne essayait de prouver. Pourquoi il tenait ces enregistrements avec autant d'insistance et ne remarquait pas la diffusion évidente du son au-delà de sa maison? Des spécialistes en neurolinguistique et en psychologie se sont intéressés à l'affaire pour tenter d'expliquer les agissements du professeur qui, pendant 3 ans, avait enregistré des bruits dénués de sens en essayant de les transformer en paroles intelligibles. Lors de l'inspection initiale du laboratoire, l'un des officiers a entendu un léger bruit électrique provenant de derrière le mur voisin. Le son ressemblait au faible bourdonnement d'un appareil en marche. La porte de cette pièce était légèrement entr'ouverte et n'avait pas attiré l'attention auparavant. Les détectives ont donc décidé de la vérifier immédiatement.
À l'intérieur se trouvait une petite pièce, éclairée uniquement par la lueur blafarde des moniteurs médicaux. Au centre se trouvait un lit d'hôpital avec des appareils connectés, sur lequel reposait un jeune homme immobile et inconscient. Il fut impossible de l'identifier sur le champ. Il n'y avait pas de documents à proximité, et la pièce ne contenait ni photos ni autres signes d'identification. Les policiers ont soigneusement documenté la scène et ont appelé des spécialistes médicaux. En attendant les médecins, l'un des détectives a inspecté une armoire près de l'équipement et a découvert un dossier contenant des documents d'un hospice privé. Les documents mentionnaient le nom de Léo Thorne, qui avait été libéré 3 ans plus tôt sous la responsabilité personnelle de son père. Le professeur avait refusé par écrit tout suivi médical ultérieur, affirmant qu'il disposait de ressources suffisantes pour assurer des soins de qualité à domicile. À ce moment-là, la police n'a fait qu'une évaluation préliminaire de la situation. Ils ont photographié les câbles et les haut-parleurs qui reliaient la chambre de Léo à la pièce voisine où ils avaient précédemment trouvé Éléonore. Mais la pleine signification de ce lien n'est apparue que bien plus tard. Au cours des jours suivants, les experts techniques et les criminalistes ont procédé à un examen détaillé de l'ensemble du système d'équipement. Ils ont établi que les microphones qui enregistraient les sons d'Éléonore étaient directement connectés aux haut-parleurs de la chambre de Léo. Le signal audio était diffusé 24 heures sur 24, créant un fond sonore constant dans la pièce. Ce n'est qu'après une analyse en laboratoire du matériel informatique, qui a pris plusieurs jours, qu'il est devenu évident que le professeur Thorne enregistrait et étudiait méticuleusement les réactions de Léo à ces stimuli sonores. Ces journaux de laboratoire contenaient des notes détaillées sur les changements physiologiques, tels que la respiration, le rythme cardiaque et l'activité cérébrale, qui, selon Thorne, pouvaient indiquer une reprise de conscience de son fils. De plus, un examen détaillé des documents médicaux du professeur a montré pourquoi aucun médecin n'avait vérifié l'état de Léo après sa sortie. Thorne envoyait régulièrement de faux rapports à l'hospice sur l'état stable de son fils. Ces documents ne suscitaient aucune suspicion, car formellement, tout semblait convaincant, et la loi ne prévoyait pas de vérification. Ainsi, les découvertes dans le grenier, qui semblaient au départ n'être qu'une révélation choquante, se sont progressivement assemblées en un système soigneusement élaboré. Les enquêteurs ont compris que le professeur menait depuis des années une expérience, reliant la mère et le fils par un système sonore. Ils croyaient qu'une stimulation audio continue par la voix de la mère pouvait réveiller la conscience de Léo. Désormais, la police disposait de toutes les preuves nécessaires confirmant l'existence de cette étrange expérience. Mais le plus important restait à venir: comprendre les véritables motivations du professeur Thorne et ce qu'il espérait obtenir par ses actions. Pour comprendre les véritables motivations du professeur Thorne, l'enquête a fait appel à un spécialiste indépendant en neurobiologie. Il était crucial de déterminer quel objectif Thorne poursuivait en organisant un tel système et dans quelle mesure ses actions étaient scientifiquement fondées. Le consultant pour l'affaire fut le docteur Stephen Harris, un neurobiologiste de renom connu pour ses recherches sur la conscience chez les patients dans des états comateux et végétatifs. Après une étude attentive des pièces du dossier, il a expliqué à la police que les actions du professeur ne pouvaient pas être qualifiées de pure folie, car elles reposaient sur une hypothèse scientifique réelle, bien que extrêmement controversée. Le docteur Harris a expliqué que, selon certaines recherches contemporaines, le cerveau d'une personne en coma profond conserve une certaine activité, en particulier dans les zones liées à la mémoire et aux émotions. On pense que les signaux émotionnels, par exemple la voix d'un être cher ou des sons spécifiques liés à des expériences émotionnelles, sont potentiellement capables d'influencer ces zones du cerveau et même de stimuler le réveil de la conscience. C'est précisément cette hypothèse que, selon Harris, essayait de vérifier. Le professeur croyait que les sons émotionnellement chargés de la mère, même des signaux respiratoires et des gémissements inconscients, pouvaient être perçus par le cerveau de Léo et provoquer le réveil de sa conscience.
L'étude des journaux de Thorne a confirmé que le professeur abordait la tâche de manière systématique, en utilisant une méthode qui rappelait une recherche scientifique. Ces notes, versées au dossier comme pièce à conviction, ont montré avec quelle minutie Thorne enregistrait toutes les modifications des indicateurs physiologiques de Léo: activité cérébrale, changement du rythme cardiaque et de la respiration. Il comparait les réactions à différents types de sons et cherchait assidûment des régularités, convaincu que la méthode qu'il avait trouvée pouvait fonctionner. Cependant, l'expert a souligné que, malgré toute la rhétorique scientifique du professeur, sa méthode n'était approuvée par aucune étude officielle et était en totale contradiction avec la pratique médicale. Du point de vue de la neurobiologie, de telles expériences pouvaient avoir un impact négatif grave sur le système nerveux du patient et leur efficacité n'a jamais été prouvée. Ainsi, l'enquête a abouti à une conclusion importante. Le professeur n'agissait pas de manière spontanée ou impulsive. Il planifiait soigneusement ses actions, en pleine conscience de leurs conséquences, et était convaincu de la justesse de son idée. Cette prise de conscience a sérieusement compliqué la suite de l'enquête, car il fallait maintenant déterminer si les actions de Thorne étaient le résultat d'une perception déformée de la réalité, causée par une tragédie personnelle, ou si derrière le masque scientifique se cachait le calcul froid et rationnel d'un homme qui avait franchi toutes les limites éthiques. 4 semaines après la découverte des pièces cachées dans la maison du professeur Thorne, les enquêteurs sont retournés interroger les habitants des maisons voisines. À ce moment-là, la police avait déjà terminé les premières expertises et disposait de suffisamment d'informations pour comprendre ce que les voisins avaient entendu au cours des 3 dernières années. Auparavant, les résidents locaux s'en tenaient à une version commune, basée sur les explications du professeur lui-même. Il assurait que tous les bruits étranges provenant régulièrement de sa maison étaient causés par un système de ventilation défectueux ou des tuyaux usés. Thorne était si convaincant et calme que les gens n'avaient aucun doute sur ses paroles et ne voyaient aucune raison de contacter la police ou de prendre d'autres mesures. Cependant, après le communiqué officiel de la police sur ce qui se trouvait à l'intérieur de la maison, les voisins ont enfin compris la véritable nature de ces sons. Il ne s'agissait pas de bruits domestiques ni de problèmes techniques. Les personnes vivant à proximité étaient pendant 3 ans devenues les témoins involontaires de ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Beaucoup ressentaient maintenant un fort malaise psychologique, réalisant qu'ils auraient dû être plus attentifs à la situation. Les enquêteurs ont délibérément organisé un nouvel interrogatoire des voisins pour s'assurer de l'absence de toute complicité ou même de connaissance des agissements du professeur par d'autres personnes. Des hypothèses selon lesquelles quelqu'un aurait pu voir des inconnus visiter régulièrement la maison ou que Thorne aurait eu des assistants ont été vérifiées. Cependant, aucune preuve n'a pu être trouvée pour étayer ces suppositions. Les habitants de la rue ont confirmé que le professeur Thorne avait toujours évité les contacts personnels et les conversations intimes. Il limitait ses interactions au strict minimum, entretenant des relations polies mais distantes. Cela lui permettait de dissimuler efficacement la véritable situation à l'intérieur de sa maison. À la fin de la 4e semaine d'enquête, les investigateurs avaient complètement écarté toutes les versions alternatives et hypothèses secondaires. Aucune preuve de l'implication de tiers n'a été trouvée. La police est parvenue à la conclusion définitive que la seule personne responsable de l'organisation et de la conduite de l'expérience secrète était le professeur Alan Thorne. C'est sur lui que se concentraient désormais tous les efforts et toute l'attention des forces de l'ordre. Pour élucider définitivement les motivations du professeur Thorne, les enquêteurs ont entrepris une étude approfondie de sa biographie. Ils devaient comprendre comment un scientifique brillant et respecté avait pu commettre des actes qui contredisaient non seulement l'éthique, mais aussi la simple logique humaine. Cependant, un examen détaillé du passé de Thorne n'a rien révélé qui puisse directement indiquer de la cruauté ou des tendances pathologiques. Au contraire,
Toute sa vie semblait être un exemple de carrière universitaire parfaite. Thorne avait brillamment terminé ses études universitaires, avait rapidement gravi les échelons de la carrière scientifique, était devenu un professeur respecté et publiait régulièrement des articles qui suscitaient l'intérêt de la communauté scientifique. En apparence, sa biographie semblait impeccable. Mais lorsque les enquêteurs ont parlé aux personnes qui connaissaient Thorne de près, un tableau tout à fait différent a émergé. Presque tous ceux qui avaient travaillé avec lui à l'université soulignaient son intelligence exceptionnelle, ses connaissances approfondies et son professionnalisme, mais aussi son caractère difficile et autoritaire. Selon l'un de ses collègues, Thorne avait toujours été convaincu de la justesse absolue de son opinion. Sa confiance en lui frisait souvent l'arrogance et créait des difficultés dans ses relations avec les autres. Lors d'un entretien avec les médecins de l'hospice d'où Thorne avait retiré son fils Léo, des détails supplémentaires ont été révélés. Les médecins ont expliqué qu'il y a 3 ans, ils avaient vivement recommandé au professeur de laisser Léo dans l'établissement, expliquant que le jeune homme nécessitait une surveillance professionnelle continue. Cependant, Thorne a ignoré ces recommandations, déclarant aux médecins que sa propre méthode serait plus efficace. Il était inflexible dans sa décision, rejetant même la proposition de consultation supplémentaire avec des spécialistes. L'étude des publications scientifiques de Thorne a montré qu'il menait depuis longtemps des recherches qui suscitaient des réactions mitigées dans la communauté scientifique. Ces hypothèses étaient non conventionnelles et s'écartaient souvent radicalement des vues acceptées. Lorsque ces idées étaient critiquées, Thorne ignorait généralement les remarques et continuait à travailler dans sa propre direction, se renforçant encore davantage dans sa propre conviction. Les psychologues sollicités par les enquêteurs pour évaluer les agissements du professeur ont indiqué qu'à la base du comportement de Thorne se trouvait ce qu'on appelle le complexe du sauveur. C'est un état psychologique dans lequel une personne est convaincue de sa capacité exceptionnelle à résoudre les problèmes de ses proches. Les experts ont conclu que le professeur n'avait pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Au contraire, il était sincèrement persuadé que seule sa propre approche pouvait aider Léo à retrouver une vie normale. C'est cette certitude et ces ambitions scientifiques qui l'ont poussé à agir, en ignorant complètement les normes médicales et morales. Les psychologues ont également attiré l'attention des enquêteurs sur le fait que Thorne voyait dans son expérience une chance de réaliser une avancée scientifique majeure. Il voulait prouver que ses méthodes étaient meilleures que la médecine traditionnelle et que ses détracteurs avaient tort. En conséquence, il était prêt à négliger toutes les restrictions et normes morales pour obtenir la preuve de sa propre justesse. Ainsi, les enquêteurs ont pu se faire une idée complète de la motivation du professeur Thorne. Il n'y avait ni sadisme ni cruauté pour le plaisir dans ses actions. Tout ce qui s'était passé était la conséquence de sa profonde distorsion de la réalité, provoquée par une conviction absolue en sa propre justesse et en l'importance de son idée. L'enquête devait maintenant déterminer si le professeur était capable de reconnaître sa responsabilité pour ses actes, ou s'il continuerait à défendre sa position jusqu'au bout malgré toutes les preuves présentées. Le 14 décembre 2023, Alan Thorne s'est présenté volontairement au poste de police de Princeton pour un interrogatoire officiel. À ce moment-là, la police avait déjà rassemblé tous les éléments nécessaires du dossier, y compris les rapports médicaux, les documents financiers et les notes de laboratoire. Malgré la gravité des accusations, Thorne n'a pas été arrêté, car il n'avait pas entravé l'enquête, n'avait pas de casier judiciaire et n'avait pas tenté de fuir. Pendant la durée de l'enquête, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Les enquêteurs ont commencé l'interrogatoire en abordant l'aspect le plus grave de l'affaire, le risque pour la vie d'Éléonore et de Léo. On a expliqué en détail à Thorne le danger dans lequel se trouvaient ses proches en raison du manque de soins professionnels. Selon les experts, l'état d'Éléonore nécessitait une surveillance médicale permanente et des soins réguliers dispensés par du personnel qualifié. Léo était entièrement dépendant de l'appareillage médical, dont la moindre défaillance aurait pu avoir des conséquences tragiques.
Thorne, au contraire, affirmait fermement aux enquêteurs que les risques étaient minimes et qu'il contrôlait constamment la situation. Les enquêteurs ont présenté au professeur ses propres journaux de laboratoire, saisis à son domicile. Thorne a confirmé l'authenticité des documents et a immédiatement commencé à défendre sa position, expliquant qu'il avait agi exclusivement dans l'intérêt de sa famille. Il a continué à insister sur le fait qu'il menait une expérience scientifique sérieuse et que ses méthodes étaient le seul espoir de restaurer la conscience de Léo. L'interrogatoire s'est ensuite tourné vers les accusations financières. La police a présenté au professeur les documents bancaires officiels et les relevés des services de la sécurité sociale. Selon ces documents, Thorne avait, pendant plusieurs années, régulièrement encaissé les chèques d'invalidité destinés à Éléonore alors qu'elle était considérée comme décédée. Ce sont ces opérations financières suspectes qui avaient initialement attiré l'attention des autorités et conduit à l'ouverture d'une enquête pénale. Le professeur a confirmé avoir reçu l'argent, mais a nié toute fraude. Il a affirmé que ces fonds étaient nécessaires pour assurer les conditions de l'expérience et les soins de ses proches, et non une source de profit personnel. Lorsque les enquêteurs ont demandé à Thorne d'expliquer comment il avait réussi à cacher Éléonore pendant plusieurs années et pourquoi les organismes gouvernementaux n'avaient pas demandé de documents sur son décès, le professeur a révélé les détails de son stratagème. Juste après l'AVC, il avait officiellement retiré Éléonore de l'hôpital sous sa propre responsabilité, usant du droit légal d'un conjoint au soir à domicile. Il a ensuite annoncé à ses collègues et connaissances qu'Éléonore était décédée dans un accident de voiture à l'étranger. Thorne a justifié l'absence de documents par des difficultés bureaucratiques dans un autre pays, éliminant ainsi toute question de la part de son entourage. Quant aux organismes gouvernementaux, Éléonore était formellement considérée comme vivante, car Thorne n'avait soumis aucune notification officielle de son décès. Le service de la sécurité sociale continuait de verser automatiquement les allocations, sans effectuer de vérification supplémentaire, car formellement, rien ne suscitait de soupçons. Grâce au fait qu'Éléonore, en raison de son état grave, ne pouvait pas interagir avec le monde extérieur, les autorités n'avaient aucune raison de douter de sa situation et n'ont pas ordonné de contrôle supplémentaire, ce qui a permis au professeur d'utiliser l'argent pendant 3 ans sans aucun obstacle. Les détectives ont souligné que Thorne avait systématiquement trompé les structures de l'État en falsifiant les signatures d'Éléonore et en dissimulant son état réel. Le professeur n'a pas nié ces actes, mais les considérait toujours comme justifiés dans le contexte de son expérience. En conclusion, les enquêteurs ont rappelé à Thorne que ses actions violaient à la fois les normes juridiques et les principes moraux fondamentaux. Le professeur a reconnu les faits, mais a totalement nié leur caractère criminel. À la fin de l'interrogatoire, il a confirmé tous les faits exposés par l'enquête, mais a exprimé son désaccord avec l'interprétation juridique de ses actions. Le dossier du professeur Thorne était entièrement prêt à être transmis au tribunal. C'était au tribunal de l'État du New Jersey de donner une évaluation finale de ses actes et de rendre un verdict déterminant le degré de sa responsabilité pour les actes commis. L'enquête approchait de sa phase décisive. La question principale était de prouver qu'Alan Thorne n'agissait pas simplement par erreur, mais qu'il avait consciemment et intentionnellement infligé des souffrances à Éléonore. La question de l'intention s'est posée lorsqu'il est devenu clair que les avocats du professeur comptaient axer leur défense sur ses prétendues bonnes intentions et ses objectifs scientifiques. Les enquêteurs devaient prouver de manière irréfutable que Thorne comprenait les conséquences de ses expériences et ignorait délibérément la douleur et l'inconfort causés à Éléonore. C'est pourquoi l'enquête est revenue à une nouvelle analyse des journaux de laboratoire, qui étaient initialement considérés uniquement comme de la documentation scientifique. Lors de la première étude de ces documents, personne n'avait accordé une importance particulière aux petits détails, les percevant comme des notes standards. Cependant, avec un examen plus attentif, les enquêteurs et les experts ont découvert un tableau complètement différent.
Dans les journaux du professeur Thorne, les réactions d'Éléonore aux stimuli qu'il choisissait spécifiquement étaient décrites en détail. Des photos de Léo, des enregistrements vidéo et des fragments audio. Le professeur notait les réactions à la seconde près, en marquant soigneusement la réponse émotionnelle et la durée de chaque réaction négative, accompagnée de pleurs ou d'une expression de malaise évident. Ces notes étaient d'abord perçues comme une simple procédure d'observation, mais il est devenu clair que le professeur était absolument conscient de la nature douloureuse des stimuli utilisés. Les experts psychologues ont confirmé les conclusions de l'enquête. La répétition multiple d'un résultat négatif identique témoigne de la pleine conscience de Thorne des conséquences de ses actes. Les spécialistes ont souligné que de telles actions ne peuvent en aucun cas être justifiées par de bonnes intentions ou des objectifs scientifiques. De tels actes constituent une infliction consciente de souffrance à une personne incapable de se défendre. Il est devenu évident pourquoi le professeur tenait ces registres avec une telle méthode, sans jamais douter de son bon droit. Il percevait ces documents comme une confirmation scientifique de ses théories et n'imaginait pas qu'ils deviendraient la principale preuve contre lui. Thorne n'avait probablement même pas conscience que sa rigueur scientifique était devenue la preuve de ses intentions criminelles. Lorsque les enquêteurs ont de nouveau rencontré la défense du professeur, celle-ci a dû admettre que les arguments sur l'expérience scientifique n'étaient plus convaincants. Les avocats ont tenté de se concentrer sur l'instabilité émotionnelle de Thorne, mais l'expertise psychologique a fermement rejeté cette interprétation. Les experts ont déclaré que Thorne était clairement conscient de ses actes et ne pouvait ignorer leurs conséquences. Après un examen plus approfondi des pièces du dossier, l'enquête a acquis la certitude définitive qu'il ne s'agissait pas d'une erreur ou d'une aberration scientifique, mais d'une infliction de douleur consciente et cruelle. Les journaux de laboratoire du professeur Thorne sont devenus la preuve la plus importante de l'existence d'une intention. Les enquêteurs se préparaient maintenant à rédiger l'acte d'accusation officiel et à transmettre le dossier au tribunal de l'État du New Jersey. Le tribunal devait prendre la décision finale sur la culpabilité d'Alan Thorne et rendre un jugement équitable dans une affaire qui avait secoué toute la ville. Une fois que les enquêteurs ont prouvé le caractère intentionnel des actions du professeur Thorne, il était nécessaire de déterminer la gravité des conséquences de ces expériences pour Éléonore et Léo, afin de comprendre pleinement la situation. Jusqu'à ce moment, l'enquête s'était concentrée sur les motivations du professeur et l'aspect éthique de ses actions, mais l'état médical des victimes elles-mêmes n'a été véritablement connu qu'après un examen approfondi par les médecins. Éléonore a été la première à être examinée. Les médecins qui l'ont examinée ont immédiatement noté la gravité de son état. Un épuisement extrême de l'organisme, une déshydratation sévère et de nombreuses escarres profondes. L'absence prolongée de soins normaux et de surveillance médicale avait conduit à une situation où la moindre infection, même mineure, aurait pu avoir des conséquences irréversibles. Selon le rapport des experts, Éléonore était au seuil d'une issue fatale. Le rapport des médecins était catégorique. Sans l'intervention opportune de la police, la femme n'aurait pas survécu beaucoup plus longtemps. Les experts ont particulièrement souligné que l'état d'Éléonore nécessitait des soins médicaux spécialisés que le professeur ne lui avait pas fournis. Au lieu de cela, il l'avait soumise à un inconfort émotionnel et physique régulier, aggravant son état déjà critique. Chaque stimulus successif, comme l'ont établi les médecins, non seulement lui causait des souffrances, mais aggravait également son épuisement physique et psychique général. En d'autres termes, chaque nouvelle séance de l'expérience ne faisait que rapprocher Éléonore du point de non-retour. Léo a ensuite été examiné. Le professeur affirmait que toutes ses actions visaient exclusivement à améliorer l'état de son fils. Cependant, l'examen médical a complètement réfuté ces déclarations. Pendant toute la période où Léo était sous la surveillance de Thorne à domicile, son état ne s'est absolument pas amélioré. Léo restait dans un état végétatif, ne montrait aucun signe de réaction aux stimuli externes et ne présentait pas la moindre amélioration dans ses indicateurs médicaux. De plus,
Les médecins ont indiqué que l'équipement domestique utilisé par Thorne n'était pas conçu pour le maintien à long terme d'un patient dans un tel état. Toute défaillance accidentelle aurait pu entraîner des conséquences critiques, telles qu'un arrêt respiratoire ou cardiaque. Sans surveillance médicale professionnelle et entretien technique régulier de l'appareillage, l'état de Léo était extrêmement vulnérable. Le rapport médical conclusait sans équivoque que le fils de Thorne était resté en vie uniquement grâce à un heureux concours de circonstances, et non grâce aux actions du professeur. Dans le rapport médical final, les experts ont clairement indiqué que les prétendues expériences scientifiques du professeur Thorne étaient totalement inutiles d'un point de vue médical. De plus, elles constituaient une menace directe et évidente pour la vie d'Éléonore et un risque énorme pour Léo. Il est devenu clair pour les enquêteurs que Thorne menait son expérience au prix de la vie et de la santé réelle de ses proches. Ces conclusions ont complètement privé le professeur et sa défense de la possibilité d'invoquer la nécessité scientifique ou de bonnes intentions. Les faits médicaux obtenus lors des examens étaient trop convaincants pour laisser place à l'interprétation. Il ne restait plus à l'enquête qu'à préparer les documents officiels pour la transmission de l'affaire au tribunal. C'est là que devait être rendu le verdict final sur la peine que le professeur Thorne encourait pour ses actes. Il restait aux enquêteurs le plus important, relier toutes les lignes de l'enquête et présenter un tableau complet et cohérent des agissements du professeur Alan Thorne. À ce stade, il était déjà clair que ces actes ne pouvaient être qualifiés de simples erreurs ou de tentatives d'aider sa famille. L'enquête avait mis en évidence une chaîne claire d'événements, prouvant l'intention et la conscience de chaque étape de Thorne. Le premier détail important qui a lancé l'enquête étaient les pleurs constants que les voisins entendaient régulièrement. Au début, le professeur les expliquait par des problèmes techniques dans la maison, et son entourage a cru cette version. Mais après la découverte d'Éléonore, il est devenu évident que la cause des sons était tout autre. Il s'est avéré plus tard que ces sons déchirants étaient l'élément central d'un projet bien plus terrible du professeur. Le deuxième aspect clé était le volet financier de l'affaire. Après l'AVC d'Éléonore, Thorne a annoncé à ses amis et collègues qu'elle était décédée à l'étranger. Cependant, son décès n'a pas été officiellement confirmé par des documents et Éléonore continuait d'être considérée comme vivante. Cela a permis à Thorne de recevoir régulièrement l'argent destiné à ses soins médicaux. Cependant, l'argent alloué pour des soins professionnels réguliers, des médicaments et des procédures nécessaires, il le dépensait différemment. Au lieu d'assurer à sa femme des conditions et une aide appropriée, Thorne utilisait ces fonds pour acheter du matériel spécialisé nécessaire à la conduite de ses propres expériences scientifiques, qui étaient inutiles d'un point de vue médical et même dangereuses pour Léo. C'est précisément cette utilisation abusive des fonds qui est devenue l'élément central de la fraude du professeur. Les fonds que l'État allouait exclusivement au maintien de la santé d'Éléonore étaient dépensés pour des appareils non destinés à traiter sa maladie. Ainsi, son état se détériorait constamment en raison de l'absence de soins appropriés, et les fonds destinés à sa vie et à sa santé finançaient en réalité une expérience cruelle et inutile. La troisième partie de l'enquête concernait l'expérience elle-même sur Léo. Le professeur était convaincu que les sons enregistrés auprès d'Éléonore aideraient à sortir Léo de son état végétatif. Il la mettait délibérément dans un état émotionnel atroce, enregistrant chaque son douloureux pour ensuite les diffuser à son fils via des appareils audio. Les experts ont établi que Thorne était pleinement conscient de la souffrance de sa femme, mais continuait à lui infliger de la douleur pour atteindre ses objectifs. Le résultat de ces actions n'a pas été une amélioration de l'état de Léo, mais seulement une aggravation de celui d'Éléonore. Une fois que les enquêteurs ont reconstitué la chronologie complète des événements, il ne restait plus aucun doute sur le caractère intentionnel des crimes du professeur. Thorne avait consciemment et méthodiquement trompé ses connaissances, ses voisins et les organismes gouvernementaux. En utilisant l'argent alloué à Éléonore à d'autres fins,
il mettait sa vie en danger pour une expérience douteuse qui n'a donné aucun résultat médical pour Léo. Désormais, toutes les preuves étaient entièrement rassemblées et documentées. Les enquêteurs terminaient la préparation des dossiers, se préparant à transmettre officiellement l'affaire du professeur Alan Thorne au tribunal. C'est au tribunal qu'il appartiendrait de donner une évaluation finale et de rendre un verdict sur un homme dont les actions étaient longtemps restées incompréhensibles et inexplicables pour tous ceux qui le connaissaient. Le procès du professeur Alan Thorne a débuté le 3 septembre 2024 devant le tribunal de district du New Jersey et a immédiatement suscité une grande attention du public. Les audiences ont duré exactement 4 semaines et se sont terminées le 1er octobre 2024. Dans la salle d'audience, 2 versions des événements se sont affrontées. L'accusation considérait les actes du professeur comme conscients et arrogants, tandis que la défense soutenait que tout ce qui s'était passé était le résultat de sa profonde douleur et de son désespoir. Le procureur a détaillé toutes les étapes du crime. La fraude financière, la tromperie des autorités, la séquestration d'Éléonore et les expériences qui ont failli mener à une tragédie. L'accusation a insisté sur le fait que Thorne avait agi de manière consciente et cynique, plaçant ses ambitions scientifiques au-dessus de la vie de ses proches. La défense, au contraire, a soutenu que le professeur n'avait tout simplement pas pu accepter la maladie de son fils et de sa femme. Ses avocats ont qualifié ces actes d'erreurs tragiques d'un homme désespéré tentant de sauver sa famille. Les conclusions des experts ont été déterminantes, confirmant que les expériences n'avaient apporté aucun bénéfice à Léo, mais avaient causé un préjudice gravissime à Éléonore. Les psychologues ont déclaré que Thorne était conscient de ses actes et de leurs conséquences. Les enregistrements de ces journaux de laboratoire présentés au tribunal ont définitivement convaincu les jurés de la culpabilité du professeur. Dans sa déclaration finale, Thorne n'a présenté ni excuses ni remords, se contentant de parler à nouveau de science et de progrès. Après une brève délibération, les jurés ont rendu leur verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. Le 1er octobre 2024, le tribunal a prononcé la sentence, 20 ans de prison et une interdiction à vie d'enseigner. Le verdict a mis un point final à une affaire qui a choqué beaucoup de monde et a fait réfléchir sur la facilité avec laquelle la frontière entre le soin et la cruauté peut être franchie et le désir d'aider se transformer en tragédie. Après le procès, l'attention portée à l'affaire s'est progressivement estompée, mais les conséquences se sont avérées irréversibles. Éléonore a été immédiatement transportée dans une clinique spécialisée après son sauvetage, mais son organisme était déjà trop affaibli. Elle est décédée 7 mois plus tard. La cause du décès, selon le rapport médical, était les conditions de détention sévères. Léo a été ramené au centre médical, où il a de nouveau été suivi par des professionnels. Son état ne s'est pas amélioré, son activité cérébrale est restée faible et aucune réaction n'a été enregistrée. Les enregistrements de EEG, effectués après la fin de l'expérience, étaient trop chaotiques pour confirmer ou infirmer l'influence des stimuli vocaux de sa mère sur son état. La maison de Thorne a été mise sous scellé, c'est bien vendu. L'équipement de laboratoire n'est resté que sur des photos et dans les documents de l'enquête. Le nom d'Alan Thorne est devenu un exemple de jusqu'où un homme peut aller lorsqu'il est convaincu de son bon droit et prêt à sacrifier la vie de ses proches pour atteindre ses objectifs. Cependant, les experts n'ont jamais pu déterminer définitivement si son expérience avait eu le moindre sens.